Ok, c'est bon? Ouais. Bonjour à tous. Donc on va avoir une petite conférence pour discuter donc de KDE Plasma sur Ubuntu Core. C'est un projet que l'on fait conjointement avec un Canonical. Donc ça va nous occuper pour les quelques minutes qui viennent. Tout d'abord, donc je m'appelle Kevin Autense. Je travaille autour de la communauté KDE depuis un peu plus de 20 ans. J'ai fait des choses par-ci par-là. Aujourd'hui, professionnellement, donc, je travaille pour Enyoka Haute Couture, donc, qui est une petite entreprise de services à taille humaine. On travaille sur plein de stacks différentes, et notamment, donc, on travaille là avec un Canonical sur la stack Ubuntu Core autour de KDE. Et si donc les projets que l'on fait vous plaisent, vous pouvez donc nous contacter. On cherche à recruter, bien évidemment. Et donc moi, à titre personnel, donc je vis à Toulouse. Donc d'abord un tout petit peu de définition. Qu'est-ce qu'Ubuntu Core? Donc là maintenant ça fait quelques années qu'ils ont commencé à parler de cette distribution-là. Donc la définition officielle qu'ils mettent sur leur site, c'est donc Ubuntu Core. C'est un système d'exploitation minimal, sécurisé et complètement confiné. L'idée, c'est qu'initialement, ils ont fait ça essentiellement pour des systèmes embarqués. C'est un peu la version immutable de Ubuntu. Donc, immutable, c'est le terme très à la mode pour dire en lecture seule, hein, concrètement. L'idée étant d'avoir quelque chose donc, de sécurisé et de conteneurisé, c'est-à-dire que tous les composants vont fonctionner donc, dans des conteneurs. La technologie qu'ils utilisent derrière, donc, c'est Snap, que vous avez peut-être utilisé sur la version Ubuntu classique. Et donc là, ce qu'on verra, c'est qu'ils mettent tout dans des snaps. Donc même le noyau, même le démon qui lui-même gère les snaps, qui s'appelle Snapd, on reviendra sur Snapd, il est aussi distribué via un snap. La raison pour laquelle ils font ça, donc c'est en partie pour des questions de sécurité. Bien évidemment, on se doute que le noyau et Snapd, eux, ils sont pas confinés, mais le reste va être confiné. Et ils s'en servent aussi donc, comme mécanisme de distribution, donc pour faire des mises à jour over the air des devices. Puisque dans les propriétés du packaging Snap, ils font des rollbacks automatiques quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc ce qui facilite pour la gestion de ce type de device. L'année dernière, ils ont annoncé donc, ce qu'ils appellent Ubuntu Core Desktop, puisque comme je l'indiquais, c'était plutôt taillé pour l'embarquer. Ils ont commencé à avoir la demande en fait, pour avoir des choses avec vraiment une interface graphique par-dessus, quelque chose qui ressemble à un desktop. Et donc là, la définition que j'ai retrouvée, c'est donc un bureau entièrement conteneurisé où chacun des composants est donc en lecture seule et isolé. Donc ils ont annoncé ça l'année dernière. L'idée, c'était de fournir une session de bureau complète par-dessus Ubuntu Core. L'idée, c'est de fournir un peu les mêmes bénéfices que ce qu'ils fournissent pour Ubuntu Core, donc en termes de sécurité, puisque là, l'idée, c'est s'il y a un composant qui est compromis, il va avoir plus de mal, en fait, ça va avoir plus de mal à se propager dans le reste du système. Des questions de stabilité, comme je mentionnais pour donc, le over the air, on essaye ça permet de s'assurer que le système n'est jamais dans un état instable et on pourra toujours avoir un rollback. Il y a aussi des questions c'est plus facile de reproduire en fait un système donné si vous avez la même les composants étant plus gros, en ayant simplement une liste de snap, vous avez quelque chose en fait d'éditable, c'est plus facile d'auditable pardon, et c'est plus facile de vérifier le système. Et ça offre aussi des propriétés en termes de desktop pour gérer en fait une flotte, puisque de système à système vous n'allez pas avoir d'inconsistance du tout. Bien évidemment, dans ce cadre-là, par rapport au cas embedded IoT, il y a des difficultés supplémentaires. Et notamment pour des composants desktop, des fois c'est plus difficile de savoir où sont les frontières. Les adhérences ont tendance à être plus fortes que sur l'embarqué. Et ça veut aussi dire des composants globalement qui ont tendance à être plus gros. Et donc pour le système de rollback, ça veut dire qu'il en garde plusieurs versions. Donc vous imaginez bien que la taille, ce que ça occupe sur le stockage du système est plus élevé que pour une distro classique. Parallèlement à ça, donc on a KDE Neon. Donc ça, c'est une distribution qui a été faite par la communauté KDE. L'idée, c'est d'avoir donc
les dernières nouveautés de ce qui est produit en termes de code par la communauté KDE, donc ce qui a été réalisé, est tel que la communauté KDE l'a conçu, donc sans patch distributeur par-dessus. Et donc la base de ce système-là, c'est une Ubuntu LTS, et donc par-dessus, on a du packaging Debian pour venir avoir un KDE, des applications KDE, sessions plus récentes, et donc zéro patch. Donc ça veut dire que vous avez une base stable, et après, tout ce qui est application KDE par-dessus, c'est un fonctionnement en rolling, en fait, c'est dès qu'il y a une release. Vous avez les paquets, et donc ça permet d'avoir une expérience Plasma très à jour. Ce qui nous amène au projet dont je parle ici, donc on a appelé KDE Neon Core. Donc l'idée c'est d'avoir les mêmes bénéfices que ce que l'on obtient avec KDE Neon, mais au lieu d'être sur une base Ubuntu LTS, on est sur une base Ubuntu Core. La façon dont ça a été conçu, c'est on suit une architecture qui est similaire à celle qu'ils ont fait pour Ubuntu Core Desktop, mais on fournit une expérience utilisateur Plasma plutôt qu'une expérience GNOME. L'idée, c'est de la même manière d'avoir les dernières versions du logiciel KDE et aussi de fournir en fait les blocs de base pour faciliter, parce qu'on a plus de 200 applications du côté de la communauté KDE. Nous, dans le projet, on s'intéresse qu'à un sous-ensemble, mais du coup, on fournit les blocs de base pour que d'autres puissent packager plus de choses. Et ça permet aussi de repérer, si vous posez par exemple la question de l'intérêt de Canonical dans tout ça, ça leur permet aussi de voir quelles sont les limites qu'il peut y avoir dans la techno, parce qu'ils en font un pour GNOME, ils font quelque chose d'hyper spécialisé. Dès qu'il y en a un deuxième, de suite, nous, on trouve tous les problèmes, toutes les choses qui n'étaient pas suffisamment génériques dans tout ça. Donc ça ouvre la porte aussi à pouvoir faire d'autres types de sessions derrière. On va rentrer plus dans la technique. Donc pour ça, je vais commencer par revenir un peu sur les bases de comment fonctionne le confinement Snap, comment on crée un paquet Snap. C'est relativement simple, ça revient à écrire une recette. Donc la recette, c'est un fichier YAML concrètement, et on fait manger cette recette à un outil qui s'appelle Snapcraft, et lui il va produire le paquet Snap. De très loin, ça fonctionne comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la recette. Donc on va avoir de la métadonnée pour décrire l'application, la version, ce genre de choses-là. Le système qui est ciblé, parce que chaque Snap tourne sur un système, c'est comme un conteneur, donc on a un peu c'est pas exactement des layers comme avec Docker, mais vous voyez que c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un système qui nous fournit les services de base, en tout cas pour tout ce qui est userland. On décrit aussi donc les applications qui sont fournies par le paquet. Là, c'est pas un paquet, une application, une bibliothèque, on a quelque chose de plus gros, donc on peut avoir un paquet qui fournit même plusieurs applications. Et on déclare aussi pour chacune des applications les interfaces qui sont utilisées. Donc en gros, c'est les privilèges dont l'application va avoir besoin pour pouvoir fonctionner. Donc on peut être soit pour une interface côté slot, donc là, si on fournit un service aux autres, ou côté plug, si on dit j'ai besoin de ce service-là, moi, pour pouvoir fonctionner. Ensuite, on déclare donc les paquets qui sont nécessaires pour pouvoir builder en fait l'application et le snap. Et ensuite, vraiment la partie recette, les commandes qu'il faut pour construire, passer un coup de CMake, faire builder, ce genre de choses-là. Donc un extrait d'une recette, par exemple. Donc Arc, c'est l'application qui est utilisée côté KDE pour ouvrir des archives. C'est une application relativement simple, donc c'est une bonne chose à voir. Donc on a plusieurs éléments là-dessus. On dit le type de confinement qu'on veut avoir. On peut indiquer le niveau de stabilité du paquet. On indique le système de base que l'on cible. Donc là, c'est un Ubuntu Core en version 22. Et on peut ensuite déclarer donc les informations donc sur le nom de l'application, la description. Là, on utilise donc une petite astuce donc, qui s'appelle Adopt Info. Donc l'idée de Adopt Info, c'est que ça va récupérer les informations de cette application-là qu'il va avoir obtenues via le fichier desktop. Parce qu'on est un peu des feignants, on n'a pas envie de redéclarer ce qu'on a déjà déclaré par ailleurs pour nos applications, d'accord ? Donc on peut réutiliser ce genre de choses-là. Dans la catégorie feignant, vous voyez que j'ai pas mis la partie de la recette où vraiment on fait le build, mais en termes d'interface, on ne déclare pas grand-chose ici. Donc on va voir après qu'en fait, il y a un mécanisme d'extension côté Snapcraft qui permet de pré-câbler des choses, parce qu'on sait que toutes les applications KDE elles vont demander à peu près les mêmes choses. Donc du coup, on va pouvoir pré-câbler de cette manière-là.
Pour les interfaces, là, on va avoir besoin de pouvoir voir les fichiers du home. Il y a quelques informations système là pour le coup qui sont utilisées. Et il faut déclarer aussi donc les interfaces des bus. C'est-à-dire que par défaut, votre application ne peut même pas se connecter sur le bus, s'enregistrer sur un nom. Donc il faut demander ça explicitement. Dans l'extension que je mentionnais, on a pas mal de choses qui sont faites. On force des variables d'environnement, donc par exemple le path, toutes les variables d'environnement du Free Desktop, donc les XDG, ceci ou cela, on en prépositionne. On a des règles qui sont dans cette extension-là pour s'assurer que ça va bien fonctionner. On déclare aussi le fait que c'est une application KDE, ça va utiliser Qt et ça va utiliser KDE Frameworks, quoi, en gros. Donc tout ça est déjà précablé, il n'y a pas besoin de le redéclarer pour chacune des applications pour lesquelles on fait un snap. Et on force aussi les plugs communs. Donc par exemple, oui, je vais avoir besoin d'accéder au bureau pour pouvoir m'afficher. Oui, je vais avoir besoin d'OpenGL, l'accès Wayland éventuellement, ou X11 en fonction de ce que j'ai en face. Et je risque de jouer de l'audio au moins pour les notifications. Donc tout ça est déjà prédéclaré dans l'extension. Maintenant, une fois que j'ai mon paquet Snap, comment ça marche en fait quand je lance mon application? Alors il y a plusieurs étages à la fusée. En réalité, donc il y a un premier programme qui se lance qui s'appelle Snap Confine, qui met en place l'environnement d'exécution. Donc pour ça, en fait, il va positionner lui aussi des variables d'environnement, donc notamment le home de l'utilisateur où il se trouve, et puis tout un tas de variables d'environnement spécifiques à Snap. Donc on va avoir un $snap, un $snap underscore ceci et cela. Donc je reviendrai dessus parce qu'on verra que ça a de l'importance dans notre cas. Ça crée aussi un espace de montage, un namespace de montage privé. Donc ça permet en fait de complètement contrôler qu'est-ce qui est vu du système par l'applicatif. On a même un répertoire /tmp différent, d'accord, donc il ne voit vraiment pas le /tmp du reste du système. Et ça positionne donc des filtres seccomp et un profil à part mort, sur lesquels je reviendrai après. Une fois que Snap Confine a fait ça, il passe la main à un autre programme donc, qui s'appelle Snap Exec, et lui, il va être démarré dans ce nouvel environnement. Donc déjà, là, Snap Exec, lui, il y a plein de trucs qu'il ne peut pas faire. Parmi les choses qu'il peut faire, il voit quand même le contenu du Snap, parce que bien évidemment, il va falloir pouvoir faire tourner. Et là-dedans, il y a un fichier qui a été généré donc, par Snapcraft, qui est un petit fichier de métadonnées, qui lui dit, si on te demande, c'est ce programme-là vraiment qu'il faut démarrer pour qu'il sache où aller le localiser à l'intérieur du Snap. Et donc Snap Exec, vraiment, c'est ce qu'il fait. Il lit ce fichier de métadonnées, et ensuite, il passe la main, il fait un execv, et il passe la main au programme de l'applicatif qu'on lance. Dans le cas de quelque chose qui a été déclaré donc dans le Snapcraft, on peut déclarer une application et dire celle-là en plus c'est un démon en fait, donc c'est un service qui va tourner dans le système. Quand on a ce genre de marqueur-là sur une application particulière, on va avoir des fichiers services systemd qui sont générés par Snapd pour pouvoir les traiter comme vraiment des services systemd quasi comme les autres. Donc j'ai mentionné les filtres seccomp et les profils à part mort, donc on peut se poser la question mais d'où ils viennent. Concrètement, c'est Snapd qui va créer ces profils et ces filtres. Quand un nouveau paquet est installé ou retiré, il va créer ou détruire des filtres et des profils. Quand on va connecter, déconnecter des interfaces, puisque je mentionnais on peut avoir des slots, des plugs, il va aussi modifier les profils et les filtres des deux applicatifs à chaque bout, pour dire là on a déconnecté, donc il y a des choses en moins que tu peux faire. Là on vient de connecter, il y a des choses en plus que tu peux faire. Le corollaire de ça veut dire que, parce que nous on les écrit pas dans le Snapcraft, ce truc-là, on dit juste les interfaces et puis après lui il se débrouille. Donc le corollaire de ça, c'est que Snapd en fait il a du code en interne qui fait le mapping entre l'état des interfaces, les filtres seccomp, l'état des interfaces et les profils à part mort. Okay, donc on va trouver, si vous allez regarder dans le code Snapd, on trouve des patrons, des chaînes qui servent de caractères, qui servent de patrons pour ces trucs-là et qui sont juste droppés dans des fichiers. Maintenant, pour l'architecture de KDE Neon Core spécifiquement, une façon de le voir, donc c'est une version simplifiée bien évidemment, c'est un peu ce diagramme-ci.
On a les parties essentielles. Donc là, ce que j'ai mis en orange, c'est un peu les composants qui existent déjà, sur lesquels on n'a pas travaillé, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a packagé. Les composants qui sont en bleu, c'est des choses sur lesquelles on travaille activement. Donc ce que l'on voit, c'est que si vous regardez dans les parenthèses, je mentionne plein de noms de types de snap. Alors en fait, il y a tout un bestiaire de snap différents. Parce que souvent on parle juste de snap, parce que souvent la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est des snaps d'applications. Mais en réalité, il y a plusieurs types. Donc, par exemple, un snap noyau, comme je mentionnais, il n'est pas confiné en vrai. Donc, il a un traitement, il n'est pas traité pareil que les autres types de snap. Et donc, notamment, on va en retrouver plusieurs qui vont nous concerner ici. Donc, on va avoir le base snap et on va avoir le gadget snap. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de celui-ci, mais le base snap, en gros, là, on est en train de parler d'une distro où tout est dans des snaps. Okay, donc, ce qu'il y a dans le base snap, c'est en gros ce qui finit sur slash, quoi. Okay, celui-là, il va être monté là, et par défaut, c'est un peu vu alors, en fonction des règles que l'on a mis pour chacune des applications, mais c'est un peu ce que vous serez votre système hôte, sauf que là, il n'y a pas vraiment de système hôte, quoi, si vous voulez. Ce qu'on a au-dessus, donc ici, hein, c'est les applications, et les applications, on va avoir le binaire, par exemple, pour CaveWrite. Il a besoin de Qt, il a besoin de KDE Frameworks. Si on ne veut pas que chacun des paquets soit énorme, en fait, il faut qu'on mutualise ça. Et donc c'est pour ça qu'on a... alors je tire trop loin, là, voilà. C'est pour ça qu'on a celui-ci. Donc ça, c'est un snap dans lequel il n'y a pas d'application, mais ça fournit du binaire pour être consommé par les autres. Okay, donc c'est comme ça qu'on va récupérer toute la partie runtime. Au niveau de ces snaps, on a deux stratégies différentes pour les construire, c'est-à-dire que le base snap, on le construit à partir des packages qui sont fournis par KDE Inion. Donc là, on reprend les paquets deb, et puis en fait, c'est installé dans un préfixe au moment de la génération. Mais on sait que ça finit monté sur slash à la fin, donc ça ressemble vaguement au système tel que vous l'auriez si vous aviez installé depuis les paquets, donc on fonctionne avec ça. Par contre, pour les applications, là, on les construit depuis le code, chacune d'entre elles. Okay. On a besoin aussi d'avoir un login manager, donc on utilise SDDM pour ça. On a une petite astuce, parce que je ne sais pas si vous voyez ici, on a celui-ci. Donc ça, c'est une application qui, en gros, c'est le... Quand vous bootez la première fois, ça vous dit quelle est ta time zone, donne-moi les informations pour un premier utilisateur, ce genre de choses-là. Et donc on a une petite astuce, c'est qu'on surcharge au début, au premier boot, on vérifie est-ce qu'il y a un utilisateur, enfin à chaque boot, on vérifie s'il y a un utilisateur. Autre que les utilisateurs de base. Si ce n'est pas le cas, on surcharge la config de SDDM, on le fait démarrer dans une fausse session, on démarre le wizard, on fait compléter le wizard et puis on relance SDDM. De manière intéressante, côté GNOME, ils n'avaient pas le problème parce que c'est une fonctionnalité de base dans GDM, mais SDDM ne fait pas ça. Une fois qu'on a notre premier utilisateur, on va pouvoir du coup se loguer, on va avoir le démarrage de la session. À aujourd'hui, une session Plasma telle que voulue par KDE, le démarrage est complètement drivé par un système D. Okay, donc il va y avoir un système D secondaire spécifique à l'utilisateur qui est démarré, et c'est lui qui va démarrer le reste de la session. Donc bien évidemment, là, sur ce diagramme-là, on a quelque chose de super simplifié, ça ment, il n'y a que la moitié des services, d'accord. Mais c'est juste pour vous donner une idée que voilà, on a un graphe de services, on a des targets qui disent là, je veux activer tout ce graphe, toute cette partie de graphe-là. Donc ça, c'est ce qu'on a qui est sur la partie complètement à droite. Et pour ce qui va nous intéresser ici, vous pouvez ignorer ceux qui sont en gras, okay, c'est juste pour savoir qu'il y a d'autres services, etc. Mais ce qui va nous intéresser par rapport à l'histoire que je raconte, c'est ceux qui sont plutôt en rouge, un peu ceux qui sont en orange. Donc notamment dans ceux qui sont intéressants, on va avoir celui-ci, donc Queen Wayland, parce que là on fait une session Wayland, d'accord, donc qui est celui qui va gérer vraiment tout ce qui s'affiche à l'écran à la fin. Et donc ceux que j'ai indiqués en rouge, c'est parce qu'ils parlent à systemd. Start Plasma, c'est extérieur, c'est pas du tout un service systemd, mais c'est le premier binaire qu'on lance, et lui en fait tout ce qu'il fait, c'est qu'il parle à systemd pour lui dire démarre-moi tel target, et puis systemd il fait la résolution, il décide tous les services qui doivent être démarrés. Côté Start Plasma, Queen et KSM Server, les raisons pour lesquelles ils parlent à systemd, c'est qu'ils vont notamment manipuler l'environnement d'activation. Donc l'environnement d'activation des bus et systemd. Cet environnement-là, c'est les variables d'environnement que quand systemd lance quelque chose, il y a des variables d'environnement qui vont être forcées sur le process.
Okay, et donc nous, si on a la main là-dessus, ça permet de passer des informations aux autres process. Typiquement, Queen, il démarre une session Wayland, il a besoin de dire où est la socket Wayland pour que les autres process puissent se connecter. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse cette valeur-là dans l'environnement d'activation et les autres, bah, ils arrivent à se connecter et ils peuvent s'afficher quelque part. S'ils n'ont pas cette information-là, ils ne peuvent rien faire. Une fois qu'on a fait ça, on se dit, bon, bah, on va essayer de tester déjà ce qu'on a fait entre les différents snaps, le base snap, etc. On a un peu une idée de comment fonctionne le système D. On va faire un premier démarrage, mais sans confinement. Il y a un mode exprès pour le développeur. On peut lui dire, OK, ça arrive dans un snap, mais tu n'actives rien, les profils à part mort, les filtres, t'oublies. Tu fais comme si ce n'était pas dans un snap, tu démarres tout normal. Donc là, normalement, on se dit facile, c'était les mêmes paquets deb, c'est monté sur slash, on a système D comme avant, on confine rien, ça doit marcher. Eh ben non. Donc on a fait ça et on finit avec un écran noir au démarrage, alors qu'on avait déclaré vraiment juste deux trucs, c'était de dire bah, il y a Start Plasma pour lancer le truc, et puis le portal pour pouvoir afficher des boîtes de dialogue, file dialogue, ce genre de trucs là, c'est vraiment les deux seuls trucs qu'on a déclarés. En cherchant, en fait, en regardant, on se dit mais en fait il y a comme un deadlock entre donc Queen Wayland et XDG Desktop Portal. Alors en fait la blague c'est que donc tout ça utilise Qt et à l'intérieur en cherchant on a fini par trouver qu'à l'intérieur de Qt donc tous les programmes notamment graphiques ils ont un objet qui est de type QGUI Application et QGUI Application il est sympa avec le développeur hein, par défaut, c'est-à-dire qu'il essaye de détecter est-ce que je suis confiné. Et si je suis confiné, plutôt que de faire les boîtes de dialogue moi-même, je vais passer par le portal. Okay, sauf que le problème, c'est que le portal lui-même, il veut afficher des trucs, donc il dépend de Queen Wayland. Quoi. Donc mon compositeur, il a un QGUI Application. Le QGUI Application, il détecte que bah, c'est censé être confiné. Hein. Du coup, il charge le plugin qui permet d'accéder au Desktop Portal. Et le Desktop Portal, il a besoin de Queen Wayland. Donc, voilà, ils s'attendent. Quoi. Encore meilleur, hein, c'est qu'en fait, le Desktop Portal lui-même, il a un QGUI Application. Et puis, il se dit, je suis confiné. Alors, je ne peux pas afficher moi-même les boîtes de dialogue. Donc, je vais contacter le portal. Et puis, pam, voilà, deadlock. Quoi. Donc, ça, c'était un peu la bonne blague. En fait, donc, en cherchant dans le code, on a vu que QGUI Application, il détectait ça parce qu'il fait, il y a la variable d'environnement snap qui est détectée. Et il se trouve que Start Plasma, il pousse tout son environnement en fait dedans. Et comme lui il était confiné, il avait une variable snap. Et donc tout le monde se dit, ok, j'ai la variable snap, je peux rien faire moi-même. Voilà. Du coup, il a fallu chercher à corriger ça. Donc plusieurs façons de le faire. Alors une façon, c'est de dire, le plugin, je le shoot de mon image, comme ça au moins il n'y a plus de problème. Alors c'est pas parfait parce qu'en réalité QGUI Application il fait d'autres ajustements quand il détecte un confinement, il y a d'autres trucs qu'il fait un peu différemment, donc c'est pas suffisant. On a une solution moche qui est de dire alors en fait dans mon graphe de service système D je vais en rajouter un qui passe avant tout le monde, qui nettoie l'environnement d'activation et puis après le reste se fait. Alors ça marche hein, mais c'est un peu moche. C'est un peu la solution, on a utilisé ça comme solution de transition avant d'avoir vraiment un patch dans Start Plasma, mais vraiment le vrai fixe, quoi, c'est modifier Start Plasma pour être moins agressif. Une fois qu'on a ça, super, ça boot, mais bon, on n'a toujours pas de confinement. Donc on cherche à activer le confinement. En activant le confinement, on sait qu'il y a des trucs qui ne vont pas marcher. Le premier truc évident, c'est de se dire, vous vous rappelez au début, les boîtes toutes rouges, je parle directement à système D. Ça, Snapd, il n'aime pas trop quand on parle directement à système D, parce que lui-même, en fait, pour l'orchestration, il utilise système D. Donc si moi, je parle directement à système D, en fait, je bypass complètement ce que fait Snapd. Et donc ça, à point de vue sécurité, côté Canonical, ils n'aiment pas trop. Et donc ça, je vais y revenir. Mais nous, dans les faits, on avait besoin de faire quelque chose au moins temporairement. Donc quand la sécurité est trop stricte du confinement, on prend la perceuse et puis on fait des trous jusqu'à ce que ça marche, quoi, hein, concrètement. Donc on a proposé une interface supplémentaire, donc on a appelé systemd user control, qui permet en fait d'obtenir les droits pour appeler start unit, pour changer l'environnement d'activation. Et bien évidemment, c'est une interface qui est risquée, on ne veut pas que n'importe qui l'ait, mais en pratique, on est en train de dire qu'ils doivent la refuser à tout le monde, sauf GNOME, KDE, enfin deux, trois environnements comme ça. Et donc, une des raisons pour lesquelles ils n'aiment pas ça, c'est que du coup, si je peux parler directement à systemd, je peux démarrer une application sans confinement, en fait.
Mais ça nous permet de démarrer. On arrive à obtenir une session confinée avec donc cette interface-là en plus, mais bon, on y arrive. Il y avait d'autres ajustements qui étaient nécessaires, et c'est là où on trouve justement tous les trucs qu'ils ont fait un peu trop spécifiques à GNOME, et où il y a besoin d'élargir un petit peu et rendre ça un peu plus flexible. Donc notamment, on a touché voilà, l'interface desktop, l'interface donc pour l'accès à uPower, l'interface qui permet de connaître les autres process qui tournent, parce que quand on fait un environnement de bureau, ça peut être pratique de savoir qui est là et qui n'est pas là, hein, bien évidemment, et l'interface qui permet aussi d'éteindre la machine. Et là, à ce stade, on a une session qui fonctionne parfaitement. Maintenant, si vous avez suivi, j'ai dit qu'on avait déclaré que 2 trucs dedans, le Start Plasma et le Portal. Si vous avez vu le graphe, vous avez vu qu'il y a d'autres services. Il y a un loup, quoi. C'est qu'en fait, on a confiné 2 process, et puis tout le reste, on parle à système D. Okay. Donc bien évidemment que ceux-là, on ne les démarre pas encore réellement confinés. Donc tout n'est pas encore nickel. La raison de ça, c'est que dans le base snap, comme on a installé depuis les paquets Debian, il y a tout un tas de fichiers .service systemd qui sont installés par les paquets, quoi. Et donc systemd, il voit ces trucs-là, et puis il regarde la commande qui est à l'intérieur, il démarre la commande, et ça passe jamais par snap. Donc Queen, en réalité, il n'est pas réellement confiné, le Plasma Shell, il n'est pas réellement confiné, etc. etc. Du coup, ce qu'il nous fallait faire, ce qu'on a fait, c'est que dans le base snap, on les détruit. Et il faut qu'on trouve un moyen en fait, d'injecter ceux qui sont générés par snapd. Donc là, on commence à déclarer tout le monde. Et lui, il va générer des fichiers services, que j'ai mentionné un petit peu au début. Mais ils n'ont pas les noms qui sont attendus par les targets. Donc du coup, on a un peu un mismatch. Donc il y a la possibilité de faire des alias avec systemd. Donc notamment, ça marche avec des liens symboliques. Donc du coup, en installant les bons liens symboliques, aller pointer sur les noms qu'on pouvait prédire, même si ce n'était pas les bons noms, on arrive à retomber sur nos pattes. Et on arrive à injecter du coup les fichiers services de snapd pour l'usage avec les targets attendus par la session KDE. On arrive. L'intérêt de ça, c'est que du coup, on peut le faire un par un. On n'est pas obligé d'y aller tous en même temps et vérifier à chaque étape que ça fonctionne. En faisant ça, donc, on détecte d'autres problèmes avec les interfaces dans snapd, donc on fait quelques autres ajustements. Et là, à ce stade, on a vraiment tout qui est confiné. Ce qui est intéressant en plus avec l'approche qu'on a eue par rapport à, par exemple, l'approche GNOME, où eux, ils avaient tout qui était démarré par un unique process. Donc là, du coup, ça fork et ils sont tous dans le même arbre, mais ils n'étaient pas déclarés comme des systèmes systemd. Ils ne peuvent pas, pour chacun des services, ils ne peuvent pas différencier en fait, les règles de confinement. Là, pour le coup, comme on est allé jusqu'au bout de dire, bon, c'est tous des services systemd, pour chaque service qui est dans la session, je peux contrôler finement les règles de confinement que je peux avoir. Donc, je n'ai pas les mêmes règles pour Plasma Shell, pour Queen ou ce genre de choses-là. Maintenant, j'ai une session qui a démarré. Donc, j'ai mon Plasma Shell, donc j'ai mon menu démarrer avec mes applications. Je peux les voir, je suis content. Et puis, si je clique dessus, je veux que ça démarre l'application, quoi. Mais mon application, elle arrive depuis un snap, donc je veux faire snap run de machin. Bien évidemment qu'un des trucs qui est interdit quand on est à l'intérieur d'un confinement en snap, c'est de faire snap run. Parce que sinon, tout ce que je vous mentionnais tout à l'heure de oui, on ne va pas propager de problèmes, etc. Oui, si, en fait, si je pouvais faire snap run. Donc, pour pouvoir lancer en fait, d'autres applications, ils ont ajouté récemment une fonctionnalité à snapd qui est câblée sur une interface spécifique pour ça, pour pouvoir en fait, faire ce démarrage-là. Et donc, du coup, ils déclarent des fichiers desktop. Et ces fichiers desktop, alors, je ne rentre pas dans les détails, mais ils utilisent ce qu'ils appellent une snap routine, qui à la fin, en fait, ça parle à une interface Debus bien particulière, et celle-là, vous n'avez pas le droit de lui parler, sauf si vous avez la bonne interface, qu'elle est connectée, etc. Donc dans les règles de confinement que je mentionnais, il y a vraiment juste le process, par exemple pour Plasma Shell, qui permet de démarrer d'autres applications. Il n'y a vraiment que lui qui a le droit à ça, et je sais que tous les autres process dans la session, eux, ils ne peuvent pas s'échapper, quoi. Alors, il y a un truc marrant aussi qu'on s'est aperçu, c'est que ce truc-là, ça casse assez violemment, cette fonctionnalité-là, si la variable snap, elle a été leakée dans, vous vous rappelez, l'environnement d'activation. Donc là, ça pose encore des problèmes. Vous vous retrouvez avec un écran noir au démarrage. Enfin, voilà. J'ai vu beaucoup d'écrans noirs ces derniers mois. C'est assez plaisant. Donc ça, c'est pour le côté session. Après, il y a donc pour les applications. Donc pour les applications, on fournit plusieurs briques de base. Donc on fait plusieurs snaps de contenu, parce qu'il y en a certains qui vont être utilisés au moment de la construction, d'autres qui vont être utilisés au moment du runtime.
Okay. Donc on va en avoir deux qui sont des SDK, un avec vraiment que Qt à l'intérieur, l'autre avec tous les frameworks par-dessus. De ces deux-là, on dérive en fait un unique snap de runtime qui contient les deux, mais uniquement les binaires, quoi. Rien de nécessaire pour pouvoir compiler. Et ensuite, les snaps d'application, eux, au build, ils utilisent les SDK et au runtime, ils dépendent complètement de celui-ci. Pour les applications qu'on couvre au sein de ce projet-là spécifiquement, donc avec Canonical, on s'est limité à un sous-ensemble d'applications. Donc on couvre GwenView, Okular, KaveWrite, Eliza, Discover. En gros, c'est pour avoir le nécessaire pour valider que oui, je peux visionner un document, je peux l'éditer, je peux lire des vidéos, écouter de la musique. Donc je peux accéder à la carte son, je peux décoder des vidéos, il n'y a pas de problème. Et Discover, c'est aussi pour avoir le cas, j'ai une application qui parle à Snapd pour installer d'autres applications. Donc c'est pour ça qu'on a couvert ces applications-là. Et en ayant ça, ça veut dire qu'on couvre à peu près tous les exemples pertinents pour pouvoir servir de patron en fait, pour d'autres qui voudraient packager des applications KDE. Et ça couvre à peu près tous les cas classiques. La bonne nouvelle de tout ça, c'est que concrètement, sur les applications, la plupart, on les a pris sans modifier le code, quoi que ce soit, on les a packagés, ça a marché direct. La seule exception, c'est Discover, mais on sent bien pourquoi. Il y a une adhérence supplémentaire sur Snapd, il y a un peu plus de proximité. Donc il a fallu faire un petit peu des ajustements, mais rien d'énorme, quoi. Pour le côté application, ce qu'on veut aussi, c'est avoir donc des tests automatiques d'IHM. Donc ça, c'est en travaux parce qu'on réutilise une stack qui est utilisée côté KDE plus largement, indépendamment de ce projet-là. Et la peinture n'est pas complètement sèche dessus. Mais ce qu'on veut, c'est du coup valider les snaps avant qu'ils finissent dans le store de Canonical. OK. Il y a quelqu'un qui joue en haut. Mais du coup, ça passe donc par Appium. Donc on a un driver Selenium qui a été écrit exprès, qui passe par ATSPY, qui est le protocole qui est utilisé pour l'accessibilité. Donc en faisant ça, il existait quelques tests qui avaient été écrits dans la communauté, mais rien de fou, donc on en a écrit plus, donc forcément on trouve des problèmes. Et comme c'est en lien avec ATSPY, l'avantage c'est que les problèmes qu'on trouve, ça aide. En rebond, ça va aider aussi pour l'accessibilité en fait, des applications KDE, et ça nous permet aussi de faire des correctifs sur l'infrastructure de test. Donc on avait des problèmes de flakiness notamment, et donc la plupart ont été corrigés, et on a trouvé des problèmes dans le driver lui-même, donc certains plus côté donc vraiment pour ATSPY qui est exposé par les applications, donc ça pour l'accessibilité les gens en bénéficient directement, et après d'autres choses qui étaient vraiment spécifiques au driver. Ce qui nous amène aussi au CI/CD. Donc là, la grosse blague, c'est quand on a démarré le projet. Avant qu'on démarre le projet, donc il y avait déjà des choses qui existaient sur le CI/CD KDE pour les snaps. Et 2 semaines avant qu'on démarre le projet, les sysadmins, ils ont fait « Ouh, c'est quoi ce truc, c'est pourri ?» Et hop, ils ont débranché. Donc il a fallu qu'on refasse tout le système de CI en démarrage de projet. J'étais ravi. Alors la raison de tout ça, c'est ce qui est marqué en bas, en partie, c'est que le CI KDE aujourd'hui, il n'utilise que des conteneurs rootless. Et il y a plein d'outils dans la chaîne de ce qu'on utilise qui n'aiment pas trop être en rootless. Ils aiment bien avoir certains privilèges pour faire certaines choses. Donc, du coup, on s'est mis en lien donc, avec l'équipe sysadmin. Et ils nous ont fourni une VM. L'intérêt de faire ça, nous mettre sur un truc séparé du reste de l'infrastructure, c'est qu'ils ont comme plan de tout basculer de rootless container à des VM éphémères. Et donc en fait, on sert un peu de blueprint pour ces futurs VM éphémères. Là, sur le diagramme que l'on a, vous voyez, donc il y a des flèches qui sont en rouge. Ça, c'est toutes les étapes du CI où en fait, ça marche pas quand c'est du rootless container. Vous voyez qu'il reste pas beaucoup de noir là, dans cette affaire-là. Donc on a réglé tous ces trucs-là. Donc notamment l'étape Snapcraft, il y a besoin d'accès particulier. C'est ce qu'on utilise pour le snap de session, le base snap, toutes les applications. Et ce sur quoi on est
en travaux, donc c'est de brancher en fait les tests d'IHM pour que pour les applications, si ça passe pas les tests d'IHM, ça va pas dans le store, et sinon ça va dans le store. Donc pour l'instant c'est sans condition, mais ça c'est un truc qu'on va stopper. Et donc ça c'est vraiment pour la production des snaps. Mais comme le but c'est vraiment de faire un OS tout complet, enfin quelque chose que vous puissiez installer pour pouvoir jouer avec, on a une deuxième partie donc, qui est ce qui est à droite pour construire des images. Et donc pour ça, on utilise donc Ubuntu Image, qui est l'outil qui fournit ce genre de choses-là, qui fonctionne avec des assertions. Donc on décrit qu'est-ce qui va finir à l'intérieur du système, donc la liste des snaps en fait, pour constituer le premier système à booter. Et il y a des étapes marrantes, c'est qu'il faut signer ça avec tes clés GPG. Bah oui, mais moi j'ai pas envie que tous les développeurs de la communauté KDE ils aient les clés GPG des sysadmins. On n'a pas envie non plus, chaque fois qu'on fait une modification, d'aller demander au sysadmin et tirer par la main, je dirais, dis, tu veux bien signer mon fichier pour que je puisse continuer. Donc ça faisait partie des choses qui n'étaient pas simples à gérer avec le CI. Donc on a rajouté une tâche manuelle, donc les développeurs ils sont un peu autonomes par rapport à ça. Ils peuvent faire une modification, déclencher la tâche manuelle et ils se récupèrent le fichier signé qu'ils peuvent committer séparément. Une fois qu'on a les assertions signées, là on passe dans le Ubuntu Image et ça aime bien faire des trucs en route, donc pareil, ça ne marchait pas initialement. Et depuis cette image système, donc là une image système c'est super pratique pour le développeur, hein, je peux booter ça directement dans QEMU, mais si je veux avoir quelque chose en démo que les gens ils puissent récupérer et installer, c'est pas forcément super pratique. Donc on dérive une ISO de ce truc là et les deux terminent dans le CDN KDE. Alors, la difficulté à rencontrer, bon, bah, j'ai mentionné des écrans noirs. On a vu aussi des applications avec des glitches, hein, des fois des choses qui marchaient sans confinement, puis d'un seul coup on avait des glitches. On a des applications qui ne démarrent pas, etc. Donc, on a plein de symptômes, comment on les traite? Alors, il y a deux grands cas, on va dire. Soit on fait une application Snap, on la met dans un Snap. Et là, il faut regarder, bon, est-ce que j'ai le problème vraiment juste sur Ubuntu Core ou si moi je le prends sur mon système hôte normal et j'installe de Snap, est-ce que j'ai aussi le problème? Si c'est le cas, il y a de fortes chances que ce soit autour du packaging de l'application et que ce ne soit pas en lien vraiment avec Ubuntu Core. Et donc là, il y a pas mal d'options disponibles en termes d'outillage. Donc ils fournissent un truc qui s'appelle Snappy Debug qui permet de traiter en fait les logs via journalctl. Vous pouvez les piper directement là-dedans. Et ça vous dit toutes les violations qu'il y a du confinement qui peuvent faire que tu n'as pas réussi à faire quelque chose parce que tu as essayé d'outrepasser ton confinement. Et il vous fournit même, pour la plupart des cas, il vous fournit des astuces pour dire peut-être que tu devrais ajuster ça dans ton packaging. Donc ça marche relativement bien. Si ça ne suffit pas, il y a plein de variantes de SnapRun où on peut lui dire SnapRun Shell. Et là, pour une application donnée, et là, au lieu de démarrer l'application, il vous met en place tout le même confinement, le même environnement d'exécution, et il vous démarre juste un shell. Comme ça, vous pouvez introspecter pour voir qu'est-ce qu'il voit mon process en fait. Donc vous pouvez faire ce genre de choses-là. Il y a aussi la possibilité d'attacher strace au lancement. Donc du coup, vous avez une trace strace. Si tout échoue, GDB serveur et puis vous attachez GDB dessus. Et, voilà. Et là, il faut configurer debug infod, ce genre de choses-là, parce que bien évidemment, tous ces trucs-là arrivent sans symbole de debug. Maintenant, si je ne suis pas dans ce cas-là et que c'est un problème vraiment avec la session, je peux utiliser Snappy Debug. Voilà. OK. Et encore, Snappy Debug, il va avoir tendance à vous mentir dans ces cas-là, parce que alors, il va bien identifier des problèmes, il va vous dire les violations que vous avez, mais quand il vous file des astuces, il ne faut pas lui faire confiance. Parce que tout ça, ça a été écrit point de vue d'une application. Moi, maintenant, je suis en train de faire une session, je suis à l'autre bout des interfaces, en fait. Donc souvent, il vous donne des informations qui sont fausses en termes de correctifs, donc il faut se creuser un peu plus la tête. Et pour le reste, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui s'applique. Donc du coup, il faut descendre un peu plus bas niveau. Et ça veut dire commencer à torturer les snaps par défaut qu'on fournit. Donc par exemple, dans le Plasma Desktop Session, ça peut être pas mal de venir modifier les scripts de démarrage et lui dire oui, je vais te changer l'environnement au niveau de Qt, des KD Frameworks, je m'active tous les logs au niveau des bugs. Et puis même comme il y a souvent des problèmes avec des bus, la communication des bus, comme ça suffit pas, il y a une deuxième variable d'environnement, il lui dit alors là tout le trafic des bus, je veux que tu me logs tout.
Et pour systemd, pareil, je veux que tu le mettes en mode debug. Et là, vous allez avoir tous les logs que vous pouvez imaginer. Ça fait plusieurs megs de logs à la seconde. Voilà. Mais au moins, on arrive à assez bien voir ce qui se passe. Si ça ne suffit pas, bah, vous êtes obligé de modifier le base snap que je mentionnais tout à l'heure. Et donc pour ça, donc là c'est un peu plus touchy à les modifier, c'est pas juste un script et rajouter quelques lignes dedans. Donc du coup, on est sympa dans le dépôt. Donc vous pouvez vous construire votre propre snap. Hein, c'est un coup de Snapcraft, c'est pas très difficile. Mais pour faire tous les ajustements qui sont pratiques, on a mis dans le dépôt un petit script qui fait tous les ajustements pour vous. Et ensuite vous buildez. Alors dans les ajustements, hein, ça fait des trucs assez fun. On ouvre un accès route sans mot de passe sur le premier serial port. On ajoute des outils de debug, des outils pour développeurs en plus pour du debug sur AppArmor. On bourge GDB directement, des outils Debus. Et là, en gros, à partir de là, vous rentrez par le premier serial port et vous pouvez vous attacher à peu près à tout ce que vous voulez. Par contre, quand on fait ces choses-là, on s'aperçoit que, on a dit que tout était immutable, lecture seule. Bah ouais, tout est immutable, lecture seule, quoi. Donc, il va falloir réinstaller des choses. La boucle de feedback, elle n'est pas toujours super agréable. Donc, il faut un peu de stratégie pour gérer ses priorités et pas avoir à refaire X fois des paquets. Parce qu'il y a certains paquets sur lesquels la boucle de feedback elle est rapide, donc tout ce qui est application, effectivement, j'en ai un nouveau, je le fais voir à ma machine virtuelle qui est en fonctionnement, j'installe le nouveau et je vois de suite ce que ça fait. Pour celui qui contrôle la session, c'est à peu près pareil, il faut juste se déloguer d'abord, on installe le nouveau, on se relogue, mais bon, ça va encore à peu près. Snapd, de manière surprenante, ça marche assez bien. À chaud, on le change et ça marche relativement bien. Il y a quelques cas où il faut redémarrer la VM, mais ça va. Par contre, si vous avez besoin de modifier le base snap, là, généralement, vous n'avez pas assez d'espace dans l'image de base. Donc, il y a d'autres commandes. Il y a un snaptry qui pourrait permettre de faire des choses comme ça, mais en fait, vous êtes trop contraint, vite contraint en termes d'espace quand vous jouez avec ça. Et là, la boucle de feedback est bien plus lente, parce que si vous ne pouvez pas faire snaptry, il faut reconstruire toute l'image, tout rebooter. Enfin, voilà. Donc là, ça prend toute la vie. Sur les travaux qui sont en cours, donc pour l'instant on a ciblé Core 22 parce que Core 24 n'était pas encore sorti quand on a démarré le projet. Maintenant Core 24 est sorti, donc il faut qu'on bascule tout vers Core 24. Donc c'est en travaux. Là, pour cette étape-là, il n'y a pas de gros changements d'architecture. C'est la même architecture que celle que j'ai présentée au début. Mais comme je disais, on fait à partir des paquets. Et puis là, on saute 2 ans de version de Ubuntu. Il y a plein de paquets qui changent, donc potentiellement, il y a plein de trucs qui cassent, quoi. Ça va nous donner certains bénéfices, notamment sur le provisioning du premier utilisateur, etc. Mais bon, clairement, il y a des blagues. Une autre chose qui change, qui va être en travaux, c'est on va modifier l'architecture. Alors, si vous vous souvenez pas du diagramme de tout à l'heure, ce qui change, c'est dans ce coin-là. D'accord ? Parce que là, on avait notre propre base snap, le gadget snap, tout ça. Là, l'idée, c'est de rebaser, de tout changer pour être sur le base snap de base qu'ils fournissent pour les Ubuntu Core Embedded et d'avoir vraiment la session par-dessus, SDM séparé de la session. Donc pour ça, en fait, comme on a du code partagé entre ces deux-là, on va avoir un nouveau content snap, c'est lui qui va contenir tous les binaires, tous les binaires qui vont être utilisés par la session. Mais maintenant, c'est plus le base snap, ce truc-là. Donc ça veut dire qu'il est plus monté sur slash. Donc pour utiliser les paquets, ça va beaucoup moins bien se passer. Donc on est obligé de basculer sur un mode où on build tout. L'avantage de ça, par contre, là où avant on avait 2 fois Qt, KD Frameworks, là on va pouvoir le partager entre les applications, la session. Donc ça permet de réduire un peu quand même l'enveloppe de l'espace qu'on utilise. Alors, on a appris quelques leçons, bien évidemment, avec tout ça. Alors, de manière surprenante, moi, je déteste le packaging. Hein, quand on a dit, ouais, allez, on y va, on essaye de se faire ce truc-là. Des paquets, ça va être l'enfer. Là, pour le coup, le packaging, ça va. C'est relativement bien documenté. Comme on n'est pas sur des packaging traditionnels à faire des tout petits paquets, comme ce qu'on peut voir pour des RPM ou des DEB, on a quand même des choses qui sont un peu plus grosses. Comme ça colle assez vite avec ce qu'on fait nous côté KDE, plus l'extension Snapcraft que j'ai montré tout à l'heure qui précable plein de choses.
Bah, du coup, les recettes, elles sont relativement courtes, ça va assez vite pour avoir quelque chose qui fonctionne. C'était pas trop, c'était moins horrible que ce que j'attendais. L'architecture d'Ubuntu Core Desktop, bon, clairement, c'est encore brut. Hein, vous avez vu, je vous montre un diagramme au début, je vous montre un à la fin. Il y a quand même des choses assez structurantes qui changent. Donc clairement, c'est en train de s'améliorer, mais ça bouge encore. Donc les outils sont tranchants, quoi. Le fait qu'on ait confiné progressivement, clairement, c'était bien, quoi. Le fait qu'on ait pu faire ça, ça aide beaucoup, parce que si on avait dû passer de j'ai rien qui est confiné à je confine tout d'un coup, là on aurait eu plein de trucs qui cassent de partout. Il fallait tout résoudre avant d'enfin réussir à avoir quelque chose. Donc de pouvoir y aller progressivement, c'est plutôt une bonne chose. Alors un point sur lequel j'ai pas trop insisté, mais c'est que donc quand on fournit les snaps, ça va dans le Snap Store de Canonical. Il faut qu'il les valide avant qu'on puisse les utiliser. Donc ça va pour des applications. Quand on est en train d'itérer rapidement sur ce qu'on fait, bah, c'est pas génial, quoi, parce qu'on bouge beaucoup, par exemple, le base snap. Bah, si je dois attendre à chaque fois que j'en mets une nouvelle version, que j'essaye de la publier, qui me disent « Ah, maintenant, il y a tel truc qui a bougé, il faut qu'on refasse un audit de sécurité dessus, avant que je puisse le voir pour pouvoir le mettre dans mon image », pas pratique. D'accord. Donc il a fallu qu'on trouve un peu des astuces côté développeur pour pouvoir fonctionner avec des choses en local. Et là, pour le coup, l'outillage n'aide pas trop. Hein. Ils ont vraiment envie que vous poussiez les trucs dans le store, dans leur store. Un autre truc que je n'avais pas forcément réalisé avant ce projet-là, c'est qu'en termes d'outillage pour débugger les problèmes systemd, on a pas mal de choses assez sympas. Donc on a le changement du niveau de log que j'avais mentionné tout à l'heure. Il y a aussi des outils, donc il y a systemd CGLS qui permet de lister tous les sous-groupes, voir quelle application est dans quel sous-groupe, etc. Ça nous a pas mal sauvé la mise aussi. Si vous avez envie de contribuer, donc tout le code, ou simplement voir ce qu'on a fait, tout le code est disponible sur l'infrastructure KDE. Donc il y a un dépôt Ubuntu Core qui est celui dans lequel on a toute la construction d'images. Et ensuite on a un groupe qu'on appelle Snap Packaging dans lequel vous avez tous les blocs qu'on met dans l'image. On a aussi travaillé sur la documentation publique pour que d'autres puissent reprendre derrière. Donc on a des guidelines notamment pour faire des snaps pour les applications KDE. On a aussi donc un document spécifique sur KDE Neon Core, sur comment l'image est structurée, les choses, comment faire justement pour fonctionner avec des choses buildées en local, voilà, tout ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. Je prends juste quelques secondes, parce qu'il me reste un peu de temps, pour remercier les gens qui ont travaillé sur ce projet-là, parce que là, je suis là, je parle, et ça donne l'impression que c'est que moi. Mais donc, côté Nuka Haute Couture, on avait donc une petite équipe pour ça. Et on a aussi travaillé donc, avec deux sous-traitants qui sont aussi des contributeurs KDE. C'est juste qu'ils ne sont pas en France. Hein, donc Scarlett, elle est aux États-Unis. Carlos, il est en Australie. Et c'est super pratique pour les réunions. Et on a aussi donc, quelques contributeurs KDE qui nous ont aidés sur leur temps libre. Notamment Ben Cooksley en bas. C'est lui qui est responsable de toute la partie sysadmin KDE. Et je le remercie de ne pas nous détester après tout ce qu'on a réclamé. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, normalement, on a du temps pour y répondre. Ouais. Ouh, pas bien ici. Alors, si on se dit c'est une distribution immutable à la fin et qu'on reste à ce niveau d'abstraction-là, oui. D'accord. Dans les deux cas, c'est voilà. Après, il y a une différence quand même fondamentale, c'est-à-dire que là, ce qu'on essaye de faire ici, on s'insère dans un autre écosystème existant.
donc qui est celui qui est monté par Canonical autour d'Ubuntu Core, etc. Donc il y a des projets qui gravitent autour de ce truc-là. Pour ce qui est de KDE Linux, là on est plutôt sur quelque chose où c'est la communauté KDE qui veut contrôler la stack en entier pour avoir notamment un démonstrateur pour des gens qui veulent installer sur des devices, des choses comme ça. Donc dans ce sens-là, ce n'est pas exactement les mêmes objectifs. Hein, si on fait la description purement technique de la chose, de loin, ça ressemble. Mais après, en termes de ce que ça peut donner à la communauté, ce n'est pas exactement les mêmes choses qu'on peut espérer comme résultat. D'autres questions ? Eh bien, dans ce cas, je vous remercie.